pour le faire. Et à la fin de la séance également, nous aurons 10 minutes de pratique avec Sabrina. Donc, voilà, à la toute fin, nous pourrons déjà avoir un petit avant-goût du week-end du 10-11. Alors, un petit mot sur toi, Sabrina. Donc, Sabrina Jaker, que nous accueillons ce soir, tu as 15 ans de pratique de yoga, C'est ça. que tu as enseigné en France, mais aussi en Inde, puisque tu as eu énormément d'expérience et de séjour et de présence en Inde, dont tu reviens tout juste. C'est ça. Et ce qui moi, m'a interpellée quand tu m'as parlé du yoga, c'est que tu m'en as parlé d'une manière différente de celle que je connaissais ou de celle que je me représentais. Alors, non pas que je sois experte du tout dans le sujet, mais je pense quand même qu'on a tous une image du yoga, d'une pratique très intéressante, mais qui est d'abord une pratique physique, très posturale. Alors, pour les sportifs comme moi, avec une image de oh, c'est un peu trop mou, ça ne m'intéresse pas trop parce que si j'ai 1 heure de temps, je préfère me défouler. Et puis, j'ai quand même eu l'expérience d'un yoga bien physique parfois, mais du coup aussi d'une vision un peu de développement personnel qui fait du yoga quelque chose euh, qui permet de travailler certes sur soi, mais très éloigné des besoins ou même des envies que l'on peut ressentir quand on est en deuil, où on n'a pas forcément envie de faire du développement personnel ou de prendre soin de soi, et on va se représenter le yoga comme étant une pratique presque culpabilisante. Et peut-être qu'on va à ce moment-là se couper d'une vraie ressource dans le parcours de deuil. Et donc, c'est de ça ce soir qu'on va parler, de ce que tu m'as fait découvrir, à savoir que le yoga peut vraiment être une ressource dans un chemin de deuil et créer cet espace intérieur j'ai bien aimé dans ce que tu m'as partagé, de paix, ou au début peut-être même de répit, dans un chemin de deuil qui est souvent vécu comme une espèce de marathon émotionnel, de montagne russe, qui amène souvent à se décourager, et où on est en quête de répit justement pour se reposer. Donc c'est de tout ça que ce soir nous allons parler. Et bien sûr, euh, déboucher, je l'espère, sur une envie de pratiquer et de pratiquer avec toi. Mais merci en tout cas, Nathalie, de m'inviter. Je suis ravie en fait. C'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement, hein, qui me tient à cœur de pouvoir parler et présenter le yoga tel qu'il est réellement. Parce qu'il est souvent, comme tu l'as dit, juste présenté d'une manière un peu superficielle, et alors que ce n'est pas du tout le cas. Et, souvent, la manière dont il est présenté, c'est ça. C'est une pratique posturale avec, on voit souvent des pratiques des postures assez abracadabrantes. Alors oui, ça peut arriver sur le chemin du yoga, de vouloir d'avoir l'élan de faire tout ça, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout la finalité. Et voilà, ce soir, j'ai vraiment à cœur de vous présenter vers où le yoga peut nous mener, et justement vers quel type d'espace ressources et de répit il peut nous mener dans ce parcours-là. Voilà. Alors, bah, écoute, on va t'écouter avec grand plaisir pour justement peut-être là aussi faire tomber quelques représentations, parce que je le vois je me permets de partager déjà ça, c'est quand on a parlé de ces journées de yoga que l'association va proposer aux parents endeuillés de l'association. euh, Bah déjà, par exemple, très peu de papas ont répondu présent, comme si c'était une pratique peu féminine ou de l'ordre de bah, c'est le corps, on prend soin du corps, on étire. Et donc, du coup, ce qui m'a déjà frappé, c'est la quasi-absence
de papa dans les inscriptions spontanées à ces journées. Mhm. Donc, du coup, ça, c'est la première chose. Et ensuite, d'en faire vraiment quelque chose d'accessoire, comme si bah, le deuil, les questions du deuil, c'était une chose. Ce qui relevait du corps, de se faire du bien au niveau du corps, relevait d'une autre logique. Et c'est ces deux logiques, et ce féminin-masculin, que j'aimerais vraiment arriver à réunir avec toi ce soir, et pour vraiment... puisqu'on a ce soir, je le vois quand même, des papas. Alors parfois, il y a des mamans qui cachent des papas pas très loin. On ne les voit pas à l'écran, mais ils sont pas très loin derrière. Donc, d'encourager une pratique aussi chez les hommes et chez les papas. Mhm. On a souvent, alors c'est vrai qu'en général, dans les cours, on a souvent moins d'hommes, hein. Il y a une majorité de femmes, mais les hommes sont quand même présents. Et bah, j'espère du coup que cette présentation, elle va apporter du sens à cette pratique-là et elle va leur donner envie de pratiquer ensemble, hein, parce qu'elle a de nombreux... On va pas justement toucher que le corps physique dans la pratique et c'est ça, je trouve, entre autres, l'intérêt du yoga dans toute sa largeur, dans l'amplitude des outils qu'il peut proposer. Oui, parce que cette dichotomie corps-esprit, Mm. elle est finalement très occidentale. Et C'est en ça. Inde, peut-être que cette dichotomie, elle est bien moins forte. Et je crois même que le yoga, historiquement, c'était une pratique d'homme. Oui. Euh, Oui, oui, souvent d'ailleurs, les rishis sont des hommes, même ils pouvaient avoir leurs compagnes qui étaient des femmes. Et de nombreux gourous et même de maîtres indiens qui ont exporté le yoga vers l'Occident étaient des hommes, hein, bien sûr, bien sûr. Donc non, ça n'en est pas, ce n'est pas du tout une pratique féminine. Mais c'est vrai que tel qu'il est présenté parfois aujourd'hui chez nous, ça peut donner l'information inverse, mais ce n'est pas le cas, au contraire. Vous allez voir après, dans ce travail-là qui est proposé, ça vient vraiment ouvrir des espaces que chaque être humain a besoin d'ouvrir. Et ça, c'est au-delà de la polarité féminin-masculin. Mais très bien, bah, écoute, je te propose qu'on t'écoute et qu'on suive tout ce que tu vas nous apprendre et nous éclairer. Et une fois encore, n'hésitez pas dans le fil de poser vos questions, même si on n'y répond pas tout de suite. À la fin de ta présentation, on les reposera. Ok, ça marche. Du coup, je vais partager l'écran. Voilà. Pensez bien à couper vos micros pendant la présentation. Voilà. Oups. Alors pour commencer, en fait, je vais présenter la vision occidentale de l'être humain parce qu'en fait, tout part de là et le yoga, en fait, il a une vision complètement différente de l'être humain que celle que nous avons en Occident. Et c'est là derrière d'où vont découler les pratiques différentes et les voies d'accès à ces différents aspects de l'être. Alors pour résumer simplement, la vision occidentale, hein, de l'être humain globalement, c'est une entité, un corps physique qui est complètement autonome et indépendant. Globalement, il y a un cerveau, il y a un cœur dans un corps physique et puis quand le cerveau s'arrête de fonctionner, globalement le corps s'arrête. Si le cœur s'arrête de fonctionner, le corps s'arrête aussi. Et puis cette entité, ça s'arrête là en fait, hein, ça s'arrête là. Donc c'est un corps qui fonctionne grâce au cœur et au cerveau. Alors que la vision orientale, alors j'aimerais juste passer à la slide différente. Voilà. Alors que la vision orientale déjà et la vision du yoga, elle est totalement différente. On n'est pas que sur une entité physique, mais en fait, le yoga va dénombrer 5 entités qu'il appelle des corps ou des enveloppes. Et donc, bien sûr, la première entité, c'est le corps physique, donc que l'on connaît tous, et dont d'ailleurs le nom en sanskrit, quand on le traduit littéralement, veut dire corps de nourriture.
Et là, déjà, il nous donne une indication aussi sur l'importance de ce que l'on va ingérer, de ce que l'on va donner à notre corps, parce que ce que l'on va manger va se transformer en notre corps physique. Voilà. Donc ça, c'est important au niveau du corps. Et puis ensuite, il y a un second corps dans la vision du yoga. Alors, ces corps, ils sont présentés, on va dire, de manière du plus visible au moins visible, du plus grossier au plus subtil. Donc, le corps physique, on le voit, on peut le toucher, on peut le ressentir. Celui-là, il est très, très, très clair. Et puis ensuite, dans la vision du yoga, il y a un deuxième corps ici qui s'appelle le corps énergétique. Et là, dans la traduction du mot, du nom en sanskrit, ça veut dire littéralement le corps fait de prana. Et le prana, c'est l'énergie vitale. C'est aussi le chi que l'on appelle en médecine chinoise. Et ce corps énergétique, il est important parce qu'il va soutenir le corps physique. Et ça, j'y reviendrai un petit peu après. Et dans ce corps énergétique, il y a différents flux qui vont alimenter le corps. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième corps, le corps énergétique. Celui-ci, en termes de visibilité, il est peu visible, voire pas visible à l'œil nu. Certaines personnes peuvent le percevoir. Par contre, on peut le ressentir quand on fait certaines pratiques de yoga, où à un moment donné, on va sentir des frissonnements, des chatouillements ou des pulsations dans le corps. Là, c'est le corps énergétique tout à coup qui se met en mouvement et que l'on peut percevoir. Et ça, souvent, pendant des pratiques de yoga, la sensibilité s'accrue. Et quand on met le corps au repos, après des pratiques, ça peut être pratiques physiques ou des pratiques respiratoires, on peut sentir ces pulsations au niveau du corps énergétique. Et plus on va pratiquer, plus on va le percevoir. Ensuite, il y a un troisième corps dans cette vision du yoga qui est appelé le corps mental et émotionnel. Alors celui-ci, il n'est pas visible, on ne peut pas le percevoir encore de manière physique, mais par contre, on le ressent et on le vit au quotidien. Ce sont toutes nos pensées, toutes les émotions que l'on vit, que l'on porte à l'intérieur de nous. Et dans ce corps-là, il va nous permettre en fait d'interagir avec l'extérieur par le biais de nos 5 sens. C'est-à-dire que nos 5 sens vont nous donner une information de l'extérieur que l'on va ensuite retraduire intérieurement, et c'est ce qui va nous permettre de fonctionner dans le monde. Voilà, dans ce corps mental, on va aussi retrouver le sens de l'identité, tout ce qui nous permet de fonctionner dans le monde, de vivre et de ressentir. Et puis ensuite, un quatrième corps, donc là, celui-ci est encore plus subtil, moins visible, mais petit à petit, on peut y avoir accès. Et là, ce corps-là, il s'appelle le corps intuitif ou le corps de la connaissance intérieure. Donc ça, c'est un corps qui est tous ces corps sont toujours présents en nous, en permanence, mais certains vont prédominer par rapport aux autres, par rapport justement à ce que l'on vit au quotidien. Et donc, ce corps intuitif, lui, on va y avoir accès quand le corps mental et le corps émotionnel se mettent au repos, se taisent un petit peu. Et c'est ce qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on peut appeler la petite voix. Cette petite voix qui nous dit: tu devrais faire ci, tu devrais faire là. Cette intuition d'agir ou de pas agir. Ben là, ça se trouve au niveau du corps intuitif. Hein, c'est du discernement. C'est toutes ces choses un petit peu qu'on ne peut pas forcément expliquer justement par notre intellectuel, mais qui quand même, à certains moments de notre vie, vont nous guider. Ou à certains moments, on va donner de l'importance. Voilà. Et puis ensuite, le cinquième corps, le corps de paix et de joie. Alors, c'est toujours un corps et c'est celui qui se rapproche le plus de notre âme, dans le sens que ce ne sont pas des qualités, hein, c'est-à-dire d'être en paix, de ressentir la paix ou la joie, mais c'est vraiment un état d'être. C'est-à-dire que c'est un corps de joie et de paix intérieure. Et ça, c'est intéressant de savoir que c'est quelque chose qui est toujours là, qui fait toujours partie de nous, malgré toutes les difficultés que l'on peut vivre dans la vie. C'est-à-dire que le mental peut être agité, les émotions peuvent être exacerbées, elles peuvent être difficiles. Mais en dessous de ça, la dernière
couche qui est là, on pourrait dire, qui est la plus proche de notre âme, il y a toujours cette paix et cette joie qui sont là. Et avec la pratique, ce sont des états que l'on peut ressentir, c'est-à-dire que ce sont des états de paix, de joie qui ne sont pas en lien avec des événements extérieurs. Et c'est là qu'on peut reconnaître, parce que souvent, surtout peut-être enfin, dans nos vies, même dans nos vies modernes, etc., ce sont des moments où on a de la joie parce qu'on rencontre quelqu'un, parce qu'on passe un bon moment, la paix parce qu'on est au calme en train de marcher en forêt. Et donc souvent, ce sont des réactions à un environnement ou à des situations. Mais là, ce sont bien des états qui sont inhérents à chaque être humain. Voilà. Et donc, ces 5 entités, elles sont interdépendantes. C'est-à-dire que quand il y en a une qui va être prédominante, elle va avoir, c'est comme un effet domino en permanence, les unes sur les autres. Elle va avoir des conséquences sur l'un ou sur l'autre et sur tous les autres. Et donc, quand en yoga, on va travailler sur le corps physique, eh bien, ça va avoir une action sur le corps énergétique, mais aussi sur le corps mental. Ça va laisser de la place, une ouverture au corps intuitif pour s'exprimer, pour peut-être aller toucher à certains moments de la paix et de la joie. Voilà. Et alors, une autre vision, dans cette vision donc, des 5 corps, ce qui est vraiment important et ce qui change toute l'approche justement du yoga par rapport à notre vision occidentale, c'est l'approche du corps énergétique. Dans notre vision, notre corps, dans notre vision occidentale, notre corps physique, donc il est autonome. Il fonctionne grâce au cœur et au cerveau globalement. Et ça s'arrête là. Alors que dans la vision du yoga, c'est le corps physique est dépendant du corps énergétique. Sans corps énergétique, il n'y a pas, le corps physique ne peut pas fonctionner. Et c'est là toute la différence avec les approches que l'on peut connaître ici. C'est-à-dire que ce corps-là, c'est de ce corps-là dont on va prendre soin, notamment en yoga. Et bien sûr, en prenant soin du corps énergétique, eh bien, cela va permettre de maintenir un corps physique en bonne santé, parce que dans ce corps énergétique, en fait, il y a différents flux, on va dire essentiellement 5 flux énergétiques qui sont responsables des différentes fonctions de l'organisme du corps physique. Donc, par exemple, un flux qui va permettre au corps d'éliminer toutes les toxines du corps. Donc, c'est un flux descendant. C'est notamment celui qui nous permet d'aller aux toilettes et à la selle normalement. Si ce flux-là ne fonctionne pas bien, alors on va avoir des difficultés derrière. Et puis, il y a un autre flux qui est responsable de la digestion. Donc, si ce flux-là n'est pas équilibré, on va avoir des soucis à ce niveau-là, on va avoir des difficultés. La même chose pour les poumons. C'est un flux énergétique bien particulier qui en est responsable. D'accord? Et c'est là où même la vision du yoga et la vision de l'Ayurveda, puisque l'Ayurveda, c'est la vision médicale qui est liée à la vision du yoga, à la vision yogique, elle va du coup avoir aussi un autre angle d'approche au niveau du soin des personnes que dans notre médecine occidentale. Et quand on parle de yoga-thérapie, ça va être la même chose. La yoga-thérapie, elle va aller regarder au niveau de la source, au niveau des flux énergétiques, elle va aller les rééquilibrer pour que derrière, ils puissent agir et qu'il y ait une conséquence dans le corps physique. Voilà. Et donc, quand on pratique en yoga, c'est vrai qu'on a l'impression de se focaliser que sur le corps physique, mais en fait, le corps physique n'est qu'un moyen. En faisant certaines postures, on va créer des lignes d'énergie pour que ces flux circulent de mieux en mieux. Et s'il y a des blocages, s'il y a des obstructions, le fait de rester dans des postures, d'y respirer, petit à petit, ça va fluidifier tous ces canaux. Il faut imaginer que le corps énergétique, c'est un peu comme le corps physique. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des artères, il y a des capillaires. Eh bien, le corps énergétique, c'est la même chose, mais en subtil, avec des canaux qui transportent ce prana, cette énergie vitale. Et donc, ce corps énergétique, clairement, va agir sur le corps physique,
Mais quand ces flux énergétiques, ces canaux énergétiques circulent de manière équilibrée, eh bien, ils vont aussi agir sur le corps mental et sur les corps émotionnels en apaisant les pensées, en apaisant les émotions. Donc, ce qui explique pourquoi souvent, après une session de yoga, on se sent bien. C'est parce que ces flux ont été réharmonisés, ont été équilibrés, et on n'a pas un bienfait que sur les 2 heures qui suivent le cours, mais souvent sur les jours qui suivent. Et souvent, quand on pratique et quand on commence à pratiquer, et moi j'ai beaucoup de retours aussi de mes élèves, avec une séance de yoga par semaine, globalement, ils arrivent à se maintenir bien, à se maintenir équilibrés, à se maintenir équilibrés globalement toute la semaine parce que ces flux ont été réharmonisés. Alors en fait, on voit donc que ce corps physique, ce corps énergétique, il agit sur le physique, en le maintenant en bonne santé, il agit sur le corps mental en baissant petit à petit, en calmant, en apaisant les pensées, les émotions. Et le fait ensuite de calmer, d'apaiser les émotions, ouvre cet espace vers le 4e et le 5e corps, de l'intuition, de la sagesse intérieure, une connaissance intérieure. On est tous porteurs d'une connaissance intérieure. Parfois, on va avoir les bons mots, on va savoir quoi faire dans telle situation, alors qu'on n'a jamais appris à faire certaines choses. Mais ça va venir naturellement. Et souvent, même dans des cas de situation ou même de choc, tout à coup, dans certains états de choc, le mental peut être complètement paralysé et ça ouvre à tout à coup des gestes, des idées, des comportements qu'on n'aurait pas imaginés mais qui coulent tout à coup de source parce qu'il y a une connaissance qui est là et qui va faire agir et faire les bons choix dans certaines situations. Alors, voilà, vous pouvez me dire ici, et la tristesse du coup dans tout ça, puisque on parle ici de deuil et de yoga et de deuil. Dans tous les cas, le yoga, il n'est pas du tout dans le déni des émotions. Et ça, déjà, c'est une chose importante à avoir en tête. Au contraire, il est dans l'acceptation et la réception de toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Et dans l'acceptation aussi qu'il y a un process dans tout vécu et dans tout parcours de deuil, il y a un process que chacun a à faire à son propre rythme. Et ça, c'est important. Et cette tristesse ici, il y a une chose qui est bien particulière parce que l'homme, il est souvent régi par plusieurs émotions, dont la colère, la tristesse et bien d'autres encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion qui est la plus proche de la paix, de cette paix intérieure vers où nous mène le yoga, eh bien, c'est la tristesse. Parce que dans la tristesse, il y a un espace forcément de vide qui se crée, de vide. Et une fois que cette tristesse, elle est vécue, elle est exprimée, elle est libérée. Donc, ça peut prendre, je veux dire, ce sont plusieurs moments. On parle de moments de tristesse. Et puis, une fois que cette tristesse est libérée, une fois que le mental a pensé à tout ce qu'elle avait à penser et qui est associé à cette tristesse, eh bien, si on reste quelques instants après, seul, avec ce moment-là, eh bien, elle nous amène à vivre, elle nous invite en tout cas à vivre des états de paix très, très profonds. Et ça, c'est une ouverture quelque part vers des états de paix ce sont ces états qui sont le plus proches de notre âme. Et ça, je pense que c'est peut-être une vision nouvelle et intéressante de cette émotion-là, peut-être pour l'aborder différemment. La vivre complètement et ensuite la laisser s'écouler et voir ce qu'il y a derrière. Parce que le yoga, c'est aussi beaucoup pas d'observation de vécu, mais de laisser le temps aux choses d'être vécues
et juste d'observer ce qui se passe, vers quoi ça ouvre, qu'est-ce que ça ouvre dans notre être. Alors, à quoi cette connaissance, elle nous sert en fait au niveau des 5 corps? On peut se poser la question. Ce qui peut se passer souvent, c'est que quand on est une personne de pragmatique qui a les pieds sur terre, il peut arriver que tout à coup, on ait l'élan, peut-être de parler à notre enfant défunt, ou peut-être qu'on a l'impression d'avoir perçu quelque chose, et puis tout de suite, le mental, hein, le troisième corps, hein, ce mental de l'identité, de l'ego, de la construction dont on a besoin, et il peut nous rappeler à l'ordre en disant « mais arrête, tu délires, c'est n'importe quoi ce que tu fais, les choses sont comme elles sont », et ça s'arrête là. Et ben justement, en fait, le yoga ici nous dit, bah non, il y a peut-être une part d'autre, il n'y a pas que cette partie de toi. Bien sûr, tu as un mental qui te structure, tu as les pieds sur terre, tu es cette personne-là pragmatique, ça c'est certain, ça n'enlève en rien, mais tu es aussi composé d'autres parties à l'intérieur de toi, dont ce quatrième corps, l'intuition, la sagesse. Et donc, juste s'ouvrir à cette possibilité qu'il y a d'autres parties de nous qui peuvent ressentir des choses, qui peuvent percevoir des choses, qu'il peut y avoir des élans de communiquer alors qu'on est seul chez soi et on a envie de parler à la personne qui nous a quittés, suivre ces élans-là. Parce qu'il y a justement, on n'est pas que régi par nos 5 sens physiques et certaines parties de notre être peuvent nous donner de l'information. Donc, voilà, ça me semble important dans un parcours de deuil, justement, de rester ouvert à toutes ces parties-là et de les écouter, de savoir qu'elles existent dans tous les cas et de les écouter. Alors là, vous pouvez me demander maintenant, et l'âme du coup, dans tout ça, où est-ce qu'elle est, quand est-ce qu'elle intervient, quel est son but? Alors, il faut imaginer que, par exemple, vous êtes chez vous, dans la salle de bain, puis tout simplement, vous devez sortir, vous avez une réunion, vous devez aller voir des amis. Eh bien, vous allez vous habiller, hein. Vous allez mettre une culotte, un tricot de peau, des chaussettes. Puis ensuite, vous allez mettre un pull, un pantalon. Et puis enfin, pour sortir, vous allez vous couvrir un manteau, un bonnet, une écharpe, surtout en ce moment. Eh bien, en fait, l'âme, elle fait la même chose quand elle s'incarne sur la terre, c'est-à-dire qu'elle va se vêtir de ces 5 enveloppes dont elle a besoin pour pouvoir vivre son expérience terrestre. Voilà. Donc, il faut le voir, c'est pour ça que ce sont appelés des corps ou des enveloppes, parce que ça reste des enveloppes que l'âme porte pour pouvoir vivre ce parcours terrestre et dont elle va se dévêtir petit à petit au moment où elle va aussi quitter cette expérience terrestre. Mais l'âme est toujours là. Elle vient, elle s'habille et puis elle repart. Voilà, alors si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Nathalie, j'imagine que tu as peut-être des questions que tu as notées ou que tu as repérées. Oui, alors merci pour la clarté de ce que tu expliques parce que c'est à la fois des choses très compliquées, mais je crois vraiment que dans notre société bien occidentale, on commence à, s'ouvrir à ces dimensions. Après, ce que tu dis est vrai, c'est que le mental, même quand on veut s'ouvrir à ça, même quand on y croit, parce que tant qu'on est encore dans la dimension de croyance, j'y crois pas, et on en fait un sujet de presque de démonstration rationnelle, euh, on manque un peu ça, mais parfois même quand on est ouvert à ça, euh, c'est plus fort que nous. Le mental, il est, comme tu le dis, il est obsédant, entêtant. On n'arrive pas à le dribbler facilement. Et je crois que dans le chemin du deuil, euh, on en fait d'abord un sujet de cogitation, mais incontrôlable, parce qu'évidemment,
surtout quand c'est un enfant qu'on a perdu, bah, c'est pourquoi lui, pourquoi moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Donc, je vais revisiter en permanence le passé avec mon mental pour essayer de trouver l'explication, la raison, si une chose peut l'expliquer ou par défaut, qu'est-ce que j'aurais pu éviter. Et pareil, le mental dans le futur, c'est mais à quoi bon? Je suis coupable, je n'ai pas le droit. Donc, qu'on le veuille ou non, on est dans cette espèce de prison du mental. Et même quand on veut, on n'y arrive pas. Donc, euh, ce que tu dis, c'est sur ces différents corps, à la fois on y croit, mais comment on arrive pas à pas, sans arriver à éteindre le mental, s'il y avait un bouton, hein, on peut utiliser, à faire un peu lâcher ça pour s'ouvrir à ces dimensions qui nous parlent tellement intellectuellement, mais comment en pratique on y Mhm. arrive? Bah, je vais vous proposer, là, quand on aura terminé les questions-réponses, je vais vous proposer une pratique respiratoire pour justement apaiser le mental et faire circuler cette respiration, ce prana à l'intérieur de nous. Et je vais vous faire expérimenter. Alors, il existe différents types de respiration. Ce qui est important, c'est peut-être pour certains, ça va fonctionner tout de suite, ça va être la bonne respiration. Peut-être que d'autres personnes, elles seront sensibles à une autre. Il ne faut pas hésiter à utiliser, à essayer différents outils. C'est vrai que une chose essentielle en yoga, c'est que le mental est corrélé complètement avec la respiration. Donc, plus le mental va être agité, plus la respiration va l'être. Et inversement, hein, plus la respiration va être agitée, plus le mental va l'être aussi. Et donc, le moyen d'accès que l'on a justement parce que pour agir sur ce mental, parce que agir sur le mental par le mental, ça ne fait que créer des conflits intérieurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie du mental qui va dire, qui va penser plein de choses, l'autre qui va dire non, il faut que tu te calmes. Enfin, ça va créer plus de conflits qu'autre chose. Et donc, c'est là justement avec le yoga qu'on va utiliser d'autres outils pour le toucher, dont les postures et dont la respiration. Et donc peut-être que pour certains, uniquement le travail respiratoire sera bénéfique, peut-être que d'autres auront aussi besoin de bouger et de le ressentir dans le corps, mais ce sont des moyens, c'est pour ça qu'on parle d'une approche somato-psychique et pas psychosomatique, c'est-à-dire qu'on passe par le corps pour aller toucher l'esprit derrière. Donc le corps incluant la respiration. Voilà. D'accord, alors merci parce que la respiration, c'est vraiment quelque chose qui nous parle à tous et on se dit qu'on là, c'est concret et on se le représente bien. Après, je me fais un peu l'avocat du diable après, avant de prendre des questions qui sont déjà bien précises. Euh, je connais beaucoup de parents qui me disent, bah, moi, l'introspection, tout ce qui va me ramener à l'intérieur de moi, c'est insupportable. Parce que chaque fois, je pense évidemment à l'enfant que j'ai perdu. Et donc, ils vont être dans la fuite, dans l'idée de ben, je vais fuir dans des activités qui vont m'occuper, le travail, le sport, mais qui vont justement me donner l'impression de m'éloigner de l'intérieur Mhm, par la diversion. Même si ils ont tous conscience que c'est un leurre ou un temps et que ça ne marche pas définitivement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont qui auraient peur de pratiquer en se disant, mais moi, si je vais à l'intérieur, je vais tout de suite être submergée par mes émotions, mes pensées, ma culpabilité. Est-ce que ça, on peut dissocier le mouvement d'introspection de ces pensées-là? Bah, un des moyens qui peut être un moyen d'approche justement euh, pour se sensibiliser avec l'introspection, mais sans trop y aller, mais quand même en ayant un effet
sur le mental, si on se dit, bon, là, ça part dans tous les sens, il faut que je me calme, ben, c'est peut-être mettre une musique pendant le temps des respirations. Donc, comme ça, l'attention, elle est dissociée, l'exercice respiratoire se fait, mais il y a encore quelque chose de l'extérieur qui est là. Mais par contre, les bénéfices de la respiration seront présents aussi. Donc ça peut être quelque chose qui peut être utilisé au début pour ne pas justement se sentir enfermé dans soi-même et emprisonné dans le mental et les émotions. Mais commencer à quand même avoir une approche, en tout cas commencer à avoir une approche de soi vers soi, dans le sens, je ne fais pas une activité extérieure pour entre guillemets, pour m'éloigner de ce que je vis, de ce que je ressens. Je fais une activité intérieure qui me rapproche de moi, qui va avoir un effet pour moi. Mais dans un premier temps, on peut mettre une musique qui nous fait plaisir, quelque chose. Et s'il faut se concentrer sur la musique, eh ben, on se concentre sur la musique, mais on fait la pratique. Et ça peut être une jolie porte d'entrée, un peu une manière de s'apprivoiser et de voir aussi comment on réagit. C'est une manière de s'apprivoiser. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, on a plusieurs questions sur les différents types de yoga, parce que c'est vrai que on en voit beaucoup, on en entend beaucoup, même les salles de sport proposent différents types de yoga, mais il y a aussi des yogas que je ne connais pas, sur lesquels vous posez des questions. Donc, je te pose la question de Jean-Pierre qui dit, y a-t-il des liens avec les yogas sutras de Patanjali, pardon, ou est-ce basé sur ton expérience? J'ai envie de dire les deux. J'ai envie de dire les deux. Dans le sens où les yogas de Patanjali vont beaucoup parler, ça va être une approche Faut nous en dire un peu complète. plus, parce que nous, on connaît, enfin, je pense que les C'est trois un quarts, texte on connaît très pas ancien, du. c'est un texte fondateur du yoga qui date à peu près du 2e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, il est difficile à dater d'ailleurs, on dit 2e siècle avant, voire après Jésus-Christ, enfin à peu près ça, qui va parler en fait du cheminement de l'homme pour se libérer de sa souffrance, globalement. Hein, si je dois vraiment réduire le texte. Et donc, pour se libérer de sa souffrance, et la souffrance, elle est quoi? Ben, elle est mentale. Voilà. Et elle est mentale, elle est émotionnelle. Donc, quelles vont être les pratiques à mettre en place petit à petit pour s'en libérer? Donc, bien sûr, le yoga, c'est une pratique, enfin, ce que je vous ai présenté ce soir, qui vise, on le voit, à libérer, à calmer ce mental, mais c'est vrai aussi à le libérer. Dans les pratiques que l'on va faire le week-end du 10-11 ensemble, on va avoir des pratiques de plus en plus subtiles. En fait, on va avoir des pratiques, globalement, une pratique par type de corps. Et donc, ça va aller d'une pratique la plus grossière, la plus physique, à des pratiques de plus en plus subtiles. Et dans des pratiques subtiles, on arrive à aller libérer des schémas qui peuvent se trouver au niveau du subconscient, mais aussi même de l'inconscient. Donc, on va vraiment très, très profond dans l'être. Et avec le yoga. Et c'est vrai que souvent, les gens qui pratiquent le yoga depuis longtemps témoignent d'avoir beaucoup changé. Alors, on ne change pas forcément beaucoup du jour au lendemain, mais par contre, la pratique, elle touche à des niveaux tellement subtils que c'est avec le temps que l'on peut voir les changements qui se sont mis en œuvre à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, pour la réponse de Jean-Pierre, oui, et les textes, et mon expérience, et ce que je propose, et mon vécu intérieur et personnel aussi. Donc, voilà, c'est un mix de tout, ce que je vous ai présenté. Merci Sabrina. Alors Isabelle te demande aussi quelle différence avec le yoga Kundalini. Alors, le yoga Kundalini, c'est un yoga qui va être moins physique, mais qui va s'axer sur la circulation de l'énergie, avec surtout des mouvements et des respirations et des sons.
Après, moi, je ne suis pas une experte du yoga Kundalini pour vraiment vous le détailler, mais c'est un yoga qui a été proposé par Yogi Bhajan, qui est un sikh de l'Inde, donc ce qui explique pourquoi les pratiquants, ils ont souvent un turban blanc sur la tête, voilà. Et c'est voilà, une pratique plus à base de son, de respiration, de kriya, c'est-à-dire de mouvements très répétitifs qui vont avoir pour but et la circulation de l'énergie et du coup en répétant pendant des fois de nombreuses minutes, voire des fois des demi-heures et même plus, le même son vont avoir pour effet à un moment donné de faire tomber ce mental parce que finalement entre guillemets, l'obstacle et la difficulté, c'est toujours ce mental, quoi, hein, ce mental et cet émotionnel. Donc, ça va avoir une action et sur l'énergie et sur le mental et l'émotionnel. Moins de posture, voire pas de posture, peu de posture. Alors, tu as dit quelque chose évidemment qui, moi, m'a beaucoup touchée et je crois qu'on est plusieurs à l'avoir été. C'est ce que tu as dit sur l'âme, parce que quand tu dis cette métaphore des enveloppes, des vêtements que revêt l'âme, avec cette idée que du coup, l'âme toute nue, enfin, ce qui reste quand il n'y a plus de vêtements, c'est l'âme toute nue et une âme euh, qui reste là, qui, après cette expérience terrestre, pourrait survivre ou en tout cas perdurer au-delà de cette expérience terrestre. Alors évidemment que c'est aussi ce qui nous meut chacun, c'est cette question aussi qui est une question mentale, mais à laquelle on peut difficilement avoir toujours des réponses mentales. C'est comment cette dimension de l'âme qui perdure et tu vois, c'est Cécile qui te demande est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'âme et, et comment, en allant le plus au cœur de ce qui est notre corps fondamental, des possibilités de connexion qu'on pourrait avoir avec ce qu'on a perdu, ce qui nous manque. Est-ce que là, c'est dans ce cœur-là, profond, que quelque chose peut s'ouvrir à eux par le simple fait qu'on est d'âme à âme, finalement? C'est ça. C'est ça, les âmes, elles, et ça c'est très bien écrit dans d'ailleurs un d'autres textes qui est très très support du yoga, qui est un ancien texte qui s'appelle la Bhagavad Gita et qui aussi utilise cette image des vêtements. L'âme, elle est immortelle en fait, hein. Et en fait, l'idée, c'est que de vie en vie, parce qu'elle va perdurer et puis elle va se réincarner, elle va vivre d'autres expériences avec une autre personnalité, avec une autre identité, elle va revêtir des nouveaux vêtements, une nouvelle époque, un nouvel environnement. Et c'est ça, l'idée principale, c'est qu'il y a une partie immortelle à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout un chacun qui est là. Et les âmes sont en connexion permanente. Il n'y a pas de séparation. Ce qui crée la séparation, c'est notre croyance, notre vision du monde, notre ressenti. Bien sûr, il y a une séparation physique à un moment donné dans ce plan-là, ça c'est certain, mais il n'y a pas de séparation dans d'autres plans. Et il y a un maître indien que moi j'aime énormément, qui s'appelle Mahanandamayi, qui a fait partie des plus grands gourous indiens de son temps. Et quand elle était assez jeune, assez vite, elle a été reconnue comme un gourou, puisqu'elle avait cette connaissance innée, cette connaissance intérieure, et puis elle soignait juste par sa présence, quoi. Donc ça, en Inde, voilà, ça fait partie de la culture, hein, qui est très, très ancrée. Et quand elle avait à peu près 23-24 ans, elle avait été mariée, bien sûr, comme ça se fait aussi là-bas dans la culture à l'époque, mariée. Et puis, il ne s'était rien passé avec son mari parce que son mari, très vite, avait vu le maître spirituel dans sa personne et puis il s'était mis à ses pieds, il était devenu son disciple.
Donc, c'était un compagnonnage qu'il vivait. Et très rapidement, lui, il a quitté son corps. Donc, en Inde, d'ailleurs, on ne parle pas de mourir, on parle de quitter son corps. Donc là aussi, les mots sont importants. Il a quitté son corps très rapidement. Et donc, Ma Ananda Mayi, elle a organisé les funérailles. Et puis, ses disciples, ils se sont surpris de ne pas la voir pleurer. Et donc, ils sont allés la voir et puis ils lui ont dit, mais on ne comprend pas, c'est ton mari, on ne te voit pas triste, tu ne pleures pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gourous, ils ont cette capacité, ils sont très proches de l'âme, ils sont connectés avec tous les plans de l'existence. Et elle leur a répondu, est-ce que vous pleurez, vous, quand quelqu'un passe dans la pièce à côté? Merci. C'est très beau et c'est aussi ce qui, je vais peut-être en choquer quelques-uns ce soir, c'est que pour moi, dans le film Beauté cachée, on parle bien de la beauté cachée derrière le deuil de sa fille dans le film. C'est violent de parler de beauté ou derrière nos si grands malheurs. Qu'est-ce qui pourrait être de beau derrière ça? Évidemment que sur un plan humain, terrestre et de maman et de papa, il n'y a rien qui peut être beau après ça. Mais ce qui nous résiste, ce qui est si douloureux, c'est ce qui résiste tellement au mental, parce que quelles que soient les circonstances dans lesquelles on perd son enfant, quand bien même il y a une responsabilité causale dans l'accident, dans ce qui a engendré son décès, il y a quelque chose dans le mental qui résiste parce que c'est pas normal, c'est pas dans l'ordre de ce qu'on se représente de la vie, de ce que doit être la vie, dans l'ordre des choses. Et on le dit tous, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs pour mériter ça, tellement ça résiste. Et peut-être que quand ça résiste si fort dans le mental, c'est là qu'on va pousser les portes. Tant que le mental arrive à être plus fort, ben, on s'en contente. Mais là, ce qu'on vit est tellement au-delà de tout ce qu'on se représente. C'est peut-être là que du coup, soit pour moins souffrir, soit pour trouver des réponses, on va aller explorer. Et c'est peut-être ça le petit bonheur derrière le grand malheur, c'est cette exploration qui peut à la fois nous amener à changer beaucoup de représentations, de choses dans nos vies, mais surtout nous amener à rejoindre, à se connecter à celui qu'on a perdu différemment. Évidemment, sans la présence physique indépassable, mais et est-ce que dans ton accompagnement du deuil, même si c'est d'abord du yoga dont on parle, de pratique, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'intention, la proposition ou les attentes des personnes que tu accompagnes, de trouver un espace de paix. J'aime bien quand tu parles de cet espace de paix qui nous mettrait en relation avec l'enfant là. Parce que ça, c'est tellement tout ce qui nous motive profondément. Ou est-ce que ça, c'est encore ben, une quête désespérée de parents sur lesquels on s'illusionne? Ça peut, ce sont des choses qui peuvent se produire. Ce sont des choses qui peuvent se produire dans certains niveaux de conscience, dans certains états de conscience, justement où on s'ouvre à d'autres aspects de nous-mêmes, où on laisse vraiment la détente, parce que la contraction mentale va avec la contraction du corps aussi musculaire. Et cet état-là ne permet pas justement de s'ouvrir à d'autres perceptions qui pourraient surgir. Et donc, le fait d'aller dans des états, et petit à petit, et la journée, elle est organisée de cette manière-là. C'est-à-dire que petit à petit, on va aller vers une sérénité, hein, vers une paix. Et c'est pour ça qu'il est important de commencer par le corps, parce qu'il y a aussi de l'énergie, et cette énergie-là, eh ben, il faut l'utiliser.
mais petit à petit aller dans des espaces de plus en plus intérieurs. Et je sais que, par exemple, des personnes qui font de l'hypnose, parfois arrivent, entre guillemets, à mettre en contact des personnes avec leurs défunts. Et il est possible que dans certains états aussi de relaxation très profonde, cela arrive aussi, parce qu'on arrive à aller dans des états même parfois plus profonds que l'hypnose. Donc, c'est à expérimenter. C'est à expérimenter. D'accord. Mm. Merci. Alors, Jean-Pierre pose une nouvelle question. Est-ce l'attachement qui crée de la souffrance? Alors, c'est vrai qu'on a cette vision du yoga ou en tout cas du nirvana qui consisterait à se détacher de toute chose pour trouver la paix. Est-ce que c'est vrai, faux? Enfin, c'est un peu cliché ma question, mais est-ce que c'est vraiment l'attachement la source de souffrance? Ben, l'attachement, il est inhérent, entre guillemets, à notre nature humaine. Si on n'était pas attaché à nos proches, si on n'était pas attaché à notre environnement, à notre vie, euh, évidemment, il n'y aurait pas de souffrance, en fait, hein. On vivrait comme de manière très libre, hein. Et souvent, c'est vers cette liberté aussi, petit à petit, que l'on va. Quand on parle de liberté, c'est une liberté intérieure avant tout. Ouais. Donc oui, on peut dire que l'attachement est la cause de la souffrance, mais dans un processus de perte d'un être cher, c'est normal qu'il y ait en tout cas un attachement. Et même cet attachement, il peut se transmuter, il peut se transformer. Mhm. Voilà, il peut se transformer et devenir quelque chose d'autre. Et c'est aussi l'invitation qui est faite là, c'est de petit à petit, mais encore une fois, dans l'acceptation du moment, du vécu, des émotions, du processus dans lequel on est. Mais cet attachement, il va juste transmuter, en fait. Mais entre un parent et un enfant, bien sûr qu'il y a un attachement, et bien sûr, cet attachement est d'autant plus douloureux, la perte de cet attachement, quand il y a la perte de l'être cher. Mm. Alors justement, ces notions qui sont reliées, parce que je trouve que tu as parlé de la joie et de la tristesse. Enfin, moi, je trouve que c'est très fort. Et l'attachement, c'est euh, pour se détacher, il faut être suffisamment attaché. Il y a quelque chose de l'ordre qui lâche quand on se sent sécurisé. Tu vois, c'est ces notions qui sont à la fois complémentaires et antagonistes, mais en même temps, sur la joie-tristesse, tu le dis bien, c'est dans cet espace de tristesse qu'on fuit, parce que beaucoup d'entre nous, dès qu'on se sent triste, on va aller vite faire diversion pour essayer de fuir la tristesse, sans voir qu'elle est, bien sûr, être engloutie dans la tristesse, ça aide pas, Mm. mais qu'en même temps, il faut accepter de s'y ouvrir un peu Mm. pour y trouver quelque chose de cet ordre de la joie, ou de la paix à l'intérieur. Et est-ce que l'attachement, c'est pareil? C'est-à-dire que l'attachement physique, parce que ce qu'on vit dans le deuil, c'est un sevrage de la présence physique, parce que quand on vivait avec quelqu'un qu'on avait, et encore plus, je trouve, quand on l'a accompagné dans la maladie, où du coup, on a été à 400% tourné, préoccupé par cet enfant ou cette personne, bah, du jour au lendemain, il faut réinvestir la vie sans lui. C'est un Mhm. sevrage physique violent. Et en même temps, c'est ce sevrage physique qui va nous faire peut-être pousser la porte d'une autre forme de lien qui ne passe pas par le corps et qui peut-être passe par l'énergétique ou des corps plus subtils. Mais il faut bien ne plus avoir le corps pour oser explorer d'autres liens. Sinon, évidemment, on s'en contente. Est-ce que ça aussi, quand tu parles de transmutation, c'est ce genre de transmutation qui nous permet de passer du même au même, mais en le vivant peut-être d'un autre angle? Je pense avoir, oui, c'est-à-dire que la personne, elle manquera toujours physiquement, mais, et c'est normal, mais peut-être le fait de conscientiser, d'amener aussi une autre lumière sur son parcours en tant que aussi entité autonome et indépendante. C'est-à-dire qu'elle est à un moment donné,
on le voit, c'est une âme qui s'est incarnée. Elle s'est incarnée en tant que notre enfant. Et puis aujourd'hui, elle s'est désincarnée. Elle a terminé son parcours plus tôt que les parcours habituels, mais peut-être qu'elle avait moins de choses à faire que d'autres âmes et que ce qu'elle avait à vivre était terminé pour elle. Et peut-être aussi de la conscientiser comme c'est un être à part entière. Certes, il a été mon enfant, mais aussi il continue son parcours ailleurs. Et peut-être ça peut amener quelque part, oui, de le voir pas que juste notre enfant, c'est aussi un être avec son parcours, avec une vie, avec des vies, avec d'autres vies peut-être. Et là, il est dans des espaces aussi d'exploration, d'évolution. Et ça peut amener une forme de, après un certain temps, peut-être aussi de, j'aime pas trop le mot détachement parce qu'il est difficile, mais quand même, de distanciation, je dirais, plus que de détachement, de distanciation. Il y a nous, il y a vous, il y a ce qui est vécu ici, et puis après, il y a ce qui est vécu aussi ailleurs et dans d'autres plans. Et c'est important à un moment donné de le conscientiser, parce que la vie ne s'est pas arrêtée non plus. Il ou elle continue et œuvre et continue d'évoluer. Et ça peut participer à cette distanciation. Je ne sais pas si ça répond à ta Oui, question. tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vrai que se détacher, c'est pas perdre, c'est peut-être ouvrir la possibilité de ressentir autrement. Euh, et une des difficultés dans le deuil, c'est que la tristesse nous semble le seul lien qui nous reste à celui qu'on a perdu. Et notre peur, c'est d'oublier, c'est de nous éloigner de celui qu'on a perdu. Donc, si on est plus triste, on va le perdre. Et pourtant, c'est peut-être dans d'autres états qu'on va petit à petit, peut-être par le biais de ces pratiques, oser explorer et s'apercevoir que même en lâchant la tristesse, il n'y a pas une perte du lien, il y a une transmutation du lien et un ressenti peut-être que c'est tout le corps qui va permettre d'être en lien et plus juste le mental et les souvenirs qu'on va ressasser dans sa tête. C'est ça, le cœur qui est là, les ressentis, parfois des ressentis de présence, puis la connexion avec le cœur qui est très forte. Après, et parfois il y a des témoignages de parents justement qui ont été en lien avec des enfants et se demander si l'enfant là pouvait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il aimerait de vous, qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez de votre vie maintenant. Et ça aussi, ça peut amener une autre ouverture, une autre conscience, quoi. L'incarnation, c'est un processus qui, nous paraît confortable parce qu'on y est tous les jours. Mais pour des gens qui ont la pratique de sortir de leur corps et d'y revenir, ils disent que c'est extrêmement désagréable. C'est comme si on s'encastrait dans un espèce de tenue de plongée qui colle à la peau, qui est trop étroite et que c'est tellement pas confortable. Et que quand on s'en extrait, tout à coup, il y a une sensation d'expansion, d'ouverture qui est là, de soulagement. C'est comme si on marchait avec des poids sur le corps en permanence et que finalement de le laisser ouvrait à beaucoup plus de légèreté. D'autant plus qu'on est libéré aussi de justement de la personnalité, des soucis du quotidien, puisqu'il n'y a plus tout ça. Donc c'est vraiment un autre espace qui s'ouvre là. Et, et voilà, et donc de s'ouvrir aussi à ça et de se dire, voilà, ça continue. Et souvent, vous le demandez, si un défunt, comment il aimerait voir les gens qu'il aime, souvent il aimerait les voir heureux, profiter encore de leur expérience. Ça ne veut pas dire couper le lien, l'amour il sera toujours là, mais de transmuter à un moment donné, transformer cette vie, quoi. Mais Alors, après, il David, faut aussi accepter, voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire être dans le déni, ça veut dire accepter, prendre le temps et laisser aussi faire confiance à un processus qui se met en place, mais peut-être avec une ouverture un petit peu plus grande à ce qui peut surgir. d'accord. Alors, David a témoigné en disant qu'il a eu deux contacts avec sa fille lors d'une méditation assise, puis d'une relaxation à l'issue d'une séance de yoga. Donc, il y a quelque Ah chose. voilà. Voilà. Alors, Merci. justement,
avant de passer à l'expérience que tu vas Mm. nous permettre de partager avec toi, est-ce qu'il y a une régularité? C'est-à-dire que pour arriver à ce que cette pratique du yoga puisse créer cet apaisement ou nous amener sur un chemin d'apaisement dans notre deuil, est-ce qu'il y a quand même une régularité, une fréquence, et est-ce que ce sont des exercices qu'on peut faire seul, ou est-ce que c'est forcément avec un enseignant de yoga voilà, au niveau vraiment très pratico-pratique, qu'est-ce que tu conseilles? Alors après, moi, dans mon expérience, j'ai commencé un peu comme tout le monde, c'est-à-dire avec une pratique à raison d'une fois par semaine. Et déjà, dans ces pratiques-là, j'ai pu toucher des moments de paix très, très profonds que je ne savais même pas qu'ils existaient, qui étaient totalement méconnus. La régularité d'une fois par semaine, je trouve qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. Après, c'est un peu au ressenti de chacun, mais c'est vrai que cette régularité-là, elle est importante. Ça peut être une pratique, voilà, d'une heure par semaine. Après, là, les journées que on va faire, ça va être intéressant parce qu'on va aller sur des pratiques qui sont en général pas partagées lors de séances hebdomadaires de yoga, parce qu'en 1 heure ou 1 heure et demie, on n'a pas le temps d'y aller. On n'a pas le temps. Donc là, ça va être intéressant d'explorer ça à ce niveau-là. Et puis après, on verra les retours, mais ça va être des journées qui vont, je pense, être impactantes en termes d'effets et de pratiques sur chacun. Et donc, ces pratiques, est-ce que ce type de yoga, le yoga que tu proposes, est-ce que c'est possible de le faire Mm. en vidéo? Est-ce que c'est toujours mieux en présence, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire seul? Parce qu'évidemment, tu vois tout de suite ma question intéressée, Mm. parce que moi, j'ai pas du tout envie de te lâcher. Et je me dis, bon, après le 10 et le 11, parce que je suis sûre qu'on va en tirer une telle belle expérience qu'on va avoir qu'une envie, bah, c'est de prolonger. Est-ce que cette heure hebdomadaire de pratique, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en visio, à distance, ou est-ce que c'est des yogas comment faire pour pratiquer et suivre hebdomadairement ces séances? Mais c'est une. Mais ce sera Ouais, peut-être je à vais discuter. vite, hein. Oui, oui, je Je vois suis ça, je déjà vois dans ça. le- Ce sera à voir ce qui peut être mis en place peut-être par la suite. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'on laisse, il faut laisser ouvert. Et puis chacun, on verra ce qui est possible de mettre en place, tout simplement. Mais c'est vrai que ça va donner aussi, moi, ce qui me plaît aussi dans ces journées-là, c'est qu'on va utiliser différents outils, on va pratiquer, on va avoir différentes pratiques tout au long de la journée. Et puis, peut-être que certaines personnes vont être, ça va permettre aussi de découvrir le yoga globalement, pas dans sa globalité, parce qu'il y en a beaucoup et on en pratiquera des différentes à chaque fois. Mais c'est ça, certaines personnes vont être peut-être sensibles à une pratique, elles vont en découvrir une autre qu'elles n'avaient jamais entendue, ou encore une autre, et ça peut aussi donner à chacun euh, un élan, finalement, de dire, bah, finalement, le son, ça m'a marqué, ou telle pratique de respiration, ou finalement, et ça peut aussi donner des envies à chacun d'explorer aussi une voie par lui-même. Après, ma question, c'était aussi de savoir, parce qu'une des difficultés dans le deuil, surtout au début, c'est de trouver l'énergie, de s'inscrire, d'aller chercher les pratiques, de se déplacer. Est-ce que c'est des pratiques qui, au moins au début, peuvent se faire en visio, ou tu déconseilles tout ce qui peut se faire dans ce format-là? Euh, en fait, bah, je dirais ça dépend de l'accompagnant, ça va dépendre de l'accompagnant. Euh, En général, sur des pratiques, quand on débute l'activité, même s'il peut y avoir peu de posture, c'est quand même important d'avoir un accompagnant qui va être là quand même pour corriger, pour éviter de prendre des mauvaises habitudes. Et puis souvent, la conscience du corps, elle est moindre au début. Elle va vraiment s'intensifier avec la pratique.
Mais au début, elle est très, très légère. Et donc, on ne sent pas forcément si on fait un faux mouvement ou si on se place mal. Et donc, ça va dépendre là de l'accompagnant, s'il est vraiment conscient de ses élèves, de qui ils sont et de ce qu'ils souhaitent, auquel cas il peut le faire en visio. Et puis, si c'est moins le cas, si c'est par exemple un cours en ligne, où là, on suit un cours en ligne qui est déjà dessiné, ça, moi, je le déconseille parce qu'il n'y aura pas d'ajustements qui seront faits. Et là, ça peut même être contre-productif au début. Donc, voilà. Ouais. Alors, juste je voudrais poser une dernière question posée par Isabelle qui te demande le nom du yoga que tu proposes. Est-ce qu'il a un nom ou est-ce que c'est l'approche somato-psychique que tu as décrit? Voilà, est-ce qu'il y a un nom? Mhm. Alors moi, en fait, c'est une base de Hatha Yoga traditionnelle à laquelle je me suis formée. Et puis ensuite, à laquelle j'ai intégré de plus en plus de pratiques. Donc, j'ai intégré une pratique avec des mudras pour la circulation de l'énergie dans tout le corps, mais à base de mouvements au niveau des mains. J'ai développé des pratiques respiratoires, du yoga nidra et puis du son. Donc, en fait, je fais, c'est une base de hatha, mais après moi, j'ai créé ma propre, je dirais mon propre séquencement et ma propre pratique pour aller vers justement cette circulation de l'énergie et puis cette paix aussi intérieure et puis surtout pour toucher les 5 niveaux de l'être. Donc, j'intègre différents outils qui vont justement aller toucher ces 5 corps pour les faire vibrer et les harmoniser. D'accord. Et d'ailleurs, juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Parfois, quand on est, bah oui, souvent, même quand on est triste, bah, la tristesse, ça crée énormément de lourdeur dans le corps, de fatigue. On n'a pas forcément envie de bouger. Et justement, bah, le yoga, ça peut être aussi des mouvements avec les mains, juste des respirations avec les mains, mais qui vont avoir un effet sur l'énergie et aider à libérer cette sensation de lourdeur. Ça peut être des chants, ça peut être des sons, et qui vont petit à petit aider à sortir de cet état. Donc, parce que bien sûr, ça c'est naturel de ne pas avoir envie de bouger. Et justement, c'est même voilà, la tristesse, la dépression, ça crée des états d'inertie, de lourdeur. Et donc, bah, justement, on peut commencer avec des pratiques bah, où on n'a pas besoin de beaucoup bouger, mais qui vont quand même avoir un effet et petit à petit réveiller cette énergie-là, la faire circuler. Et chemin faisant, et ben le souhait, l'élan de faire bouger le corps va arriver. Ouais, je retiens d'ailleurs ce que tu as dit sur le corps énergétique qui est Mhm. le premier. Et c'est vrai que ça, ça va pas de soi pour nous. Mm. Et donc, c'est lui qui impulse tout. Donc, effectivement, cette idée qu'il y a des nœuds ou qu'en tout cas, l'énergie, à partir du moment où elle ne circule plus, il y a quelque chose qui s'arrête. Et donc, la pratique permet de faire recirculer cette énergie C'est ça. et de la mobiliser au service du corps et du mental aussi, du coup. Mhm. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et donc, tant que le corps, lui, est dans cet état de lourdeur, et ben justement, commencer avec des pratiques qui ne demandent pas, qui n'ont pas besoin du corps, mais qui vont quand même avoir cette action-là. Et petit à petit, l'énergie recirculant, hein, s'éveillant, eh bien, entre guillemets, la machine se remet en route, quoi, naturellement. Et sur la sonothérapie, dont on parle beaucoup, tu as parlé de séquences de sons. Oui. Est-ce que le son a vraiment ce pouvoir de... Parce qu'on a l'impression qu'on est passif quand on écoute un son, Mm. que ben, quand on fait du yoga, on va imaginer des postures, mais le son, on est passif. Et est-ce qu'il agit aussi sur l'énergie? Complètement. En fait, c'est la vibration la plus subtile, c'est celle du son. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire pendant la pratique du son, pendant la pratique sonore, justement, c'est justement pas d'écouter le son, mais de le ressentir. Et le son peut se ressentir même physiquement. Donc, il a
il a une grande importance et surtout, il a beaucoup d'effets il va justement beaucoup d'effets sur le corps énergétique. Je ne suis pas rentrée dans les détails du corps énergétique, mais dans ce corps énergétique, il est aussi formé de ce qu'on appelle des chakras. Ça, aujourd'hui, on en parle beaucoup ici, donc en général, on connaît. Donc, ces chakras, ils sont associés aux glandes principales du corps physique et c'est eux qui font justement le lien entre l'énergétique et le physique. Et dans ces chakras, ils sont, on va dire, divisés en 7, du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et ils sont reliés à des niveaux de conscience différents, mais dont on a besoin. On a besoin des 7 niveaux de conscience pour pouvoir fonctionner aussi et évoluer. Mais dans ces roues énergétiques, il y a des mémoires, il y a des émotions, il y a des mémoires même du subconscient, de l'inconscient qui sont logées de cette vie-ci, mais pas que, puisque nous aussi, on est porteurs aussi de vies passées, hein, de karma, de samskara passés. Et donc, le son peut aussi déloger des choses pour les ramener à la conscience. Et une fois qu'elles sont conscientisées, elles peuvent alors être libérées. Et ça fait aussi partie de ce cheminement subtil de l'être et de la pratique qui va petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, nous libérer. Mais on ne va pas forcément mettre le mot dessus ou la compréhension dessus, mais c'est tout ça qui se met en jeu quand on fait ce type aussi de pratique. Donc, on va vraiment dans des niveaux de l'être, de nos êtres très, très, très subtils, hein, très, très subtils. Ben, c'est passionnant. Merci beaucoup, Sabrina. Merci. Alors, j'aimerais te poser encore plein de questions sur ce que, mais bon, sur le corps énergétique, est-ce que tu disais sur les 5 flux qui sont donc reliés au chakra ou pas du tout? Ils sont aussi liés, on va dire tout est interdépendant, mais ils ont des fonctions différentes que les chakras. D'accord. Les fonctions sont différentes. Bon, ben écoute, on va arrêter les questions pour vraiment commencer cette pratique. Je voudrais juste euh, te dire un petit témoignage que je trouve très beau d'Isabelle, une maman qui pratique beaucoup le yoga et qui nous dit toujours que ça l'a énormément aidée dans son deuil. Elle nous écrit, pour ma part, c'est à la fin d'une séance de yoga que j'ai eu une sorte de révélation. Je n'avais pas perdu mon fils, il était là, et il le serait toujours. Je ne dis plus depuis que j'ai perdu mon enfant. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci Isa pour ton beau témoignage et puis peut-être place à la pratique et rendez-vous le 10. Ok, avec plaisir, avec plaisir. Donc, je vais vous proposer, on va faire 2 types de respiration et la première, elle va être soutenue justement par un mudra. Donc, je vais mettre les mains devant moi, puis après, je vais vous dire où les placer. Mais on va venir déposer le bout de chacun des doigts l'un contre l'autre. Et puis, comme si on avait une clémentine à l'intérieur des mains. Donc, ça fait un cercle comme ça. Et puis, je vais juste vous inviter à le déposer en dessous du nombril. Voilà, donc ça s'appelle le mudra universel ici. Et on vient le déposer en dessous du nombril. Voilà, il faut que ça fasse un rond. Et en fait, ce mudra, il va venir déclencher ce qu'on appelle la respiration yogique, qui est une respiration très, très ample et qui va stimuler à la fois la zone abdominale, la zone thoracique et puis le haut du corps. Donc, je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux. Et puis juste à prendre quelques respirations normales par le nez. Inspirez et puis expirez librement par le nez uniquement, la bouche fermée. Tout en maintenant ce mudra, le bout des doigts, en contact les uns avec les autres.
Et puis en même temps que vous inspirez, vous prenez conscience de votre ventre, de votre zone abdominale qui s'ouvre, et puis de la zone thoracique où se trouvent les poumons, jusqu'en haut des épaules, jusqu'aux clavicules à l'inspire. Et à l'expire, vous ressentez ces trois parties qui se détendent et qui s'affaissent en même temps. Donc là, ne rien forcer, juste inspirer et expirer librement. Tout en prenant conscience de l'expansion du haut de votre corps avec chaque inspiration. Et puis de la détente avec chaque expiration. Laissez votre respiration petit à petit, votre inspire, votre expire peuvent s'allonger. Juste laissez-les s'allonger sans rien forcer. Encore quelques respirations à votre rythme ici. En sentant l'expansion, l'ouverture du haut du corps à l'inspire. La relâche, la détente à l'expire. L'espace entre les vertèbres qui se crée avec l'inspire. La colonne s'allonge. Et puis elle se détend avec l'expiration. Continuez avec cette respiration yogique et ce mudra. Juste, je vous explique la respiration suivante. On va toujours continuer à inspirer. Je vais compter jusqu'à 3. Et puis, vous allez garder la rétention poumon pleine. Vous allez garder le souffle. Je vais compter 3. Et puis, on va expirer ensemble sur 3. Et ensuite, vous restez poumon vide sur 3. Voilà. Respiration au carré. Quand vous êtes prêts, on va inspirer maintenant ensemble une première fois. Expirez. Et inspirez. Om 1, Om 2, Om 3. Gardez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3. Expirez. Om 1, Om 2, Om 3. Gardez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3. Gardez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3.
expirez. Homme 1, homme 2, homme 3, poumon vide. Homme 1, homme 2, homme 3. Inspirez. Homme 1, homme 2, homme 3. Gardez le souffle. Homme 1, homme 2, homme 3. Expirez. Homme 1, homme 2, homme 3. Poumon vide. Homme 1, homme 2, homme 3. Inspirez. Homme 1, homme 2, homme 3. Gardez le souffle. Homme 1, homme 2, homme 3. Expirez. Homme 1, homme 2, homme 3. Poumon vide. Homme 1, homme 2, homme 3. Inspirez. Homme 1, homme 2, homme 3. Gardez le souffle. Homme 1, homme 2, homme 3. Gardez le souffle. Expirez. Homme 1, homme 2, homme 3. Poumon vide. Homme 1, homme 2, homme 3. Et maintenant, continuez à votre rythme, 5 cycles. Vous pouvez rallonger jusqu'à 4 ou 5 ou réduire du moment que la respiration est confortable pour vous. Même principe, même compte sur les 4 types de respiration. Lorsque vous avez terminé les 5 cycles, vous pouvez relâcher le mudra, garder les yeux fermés quelques instants et juste laisser la respiration reprendre son rythme habituel et observer les effets de la pratique.
Et petit à petit, vous pouvez rouvrir les yeux lorsque vous avez terminé. Voilà. Et vous ramener dans la pièce. J'espère que la pratique vous a fait du bien. On va avoir du mal à parler tellement on est... C'est bon signe. Voilà. On va C'est bon rester signe. dans cet état de dilatation, Mmh. ressenti de dilatation et de paix. Mmh. On n'a qu'à parler d'une petite vibration, je la ressentie. Ça marche. On veut une petite partage, une réaction avant que l'on se quitte. Voilà, je crois que ce silence est bien plein. Il n'est Mmh. pas vide du tout, il est plein de... Mmh. euh, Tout à fait. Elle parle d'un grand apaisement du mental. Mmh. Bien, merci beaucoup Sabrina pour ce moment très riche qui, Merci à vous. voilà, qui a C'est déjà apporté cet apaisement et on a hâte de te rencontrer en vrai. Et voilà, quelqu'un qui dit plus besoin de parler, juste ressentir Mmh. et merci. Voilà, Merci beaucoup et puis j'ai de, hâte aussi de de vous gratitude rencontrer. de t'avoir eu avec nous ce soir. Merci à tous aussi d'être venus et Merci. à très bientôt à Calas le 10 et le 11 février. Je t'embrasse et je vous embrasse tous et Bisous. bonne soirée et une bonne nuit à tous. Bonne nuit, merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci à tous. Merci de votre accueil.